Bonjour et bienvenue dans le Kick Parade 146. Salut Swan. Salut Erwan, bonjour à toutes et à tous. Un top 10, des nouveautés. Vous connaissez le programme. Mettez des pouces si ça vous plaît. Merci pour vos retours et vos commentaires. Vous donnez plein d'infos complémentaires par rapport à ce que nous on dit. C'est bien, c'est cool. Ouais, d'ailleurs, j'invite la plupart des gens qui regardent l'émission en fait à aussi jeter toujours un petit coup d'œil au niveau de l'espace commentaire parce qu'en fait Oui, beaucoup des carrément. gens qui nous regardent en fait partagent leur expérience avec des jeux Ou donne des infos ou qu'on n'a font pas pas données. ou donnent des infos qu'on n'a pas eu le temps de développer ou qu'on n'avait pas, etc. Donc je trouve que c'est devenu un vrai complément en fait à l'émission. Ouais. Donc voilà, vraiment n'hésitez pas. Allez, on commence par le top 7. Alors, en 10e place, on a une entrée, mais d'une nouveauté qu'on avait vue, qui s'appelle Ostia, qui est l'extension, enfin, qui est une extension, qui s'appelle Pirates Expansion, d'un jeu qui s'appelle Ostia, qui est un jeu japonais, qui est un peu un jeu de civilisation. Grosso modo, ouais. Mais en beaucoup plus restreint, en fait, on est sur un espace qui est très limité, donc il y a aussi beaucoup un côté contrôle de territoire, d'un jeu d'influence, voilà, mais sur un périmètre très petit. Bah, c'est pour les tables japonaises. C'est ça, c'est exactement ça. Non, mais voilà, par contre, c'est vrai qu'on ressent tout de suite très vite la patte japonaise, Ouais, tout j'aime est beaucoup. super épuré, Ouais, c'est chouette. c'est très clair, etc. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Ouais, moi aussi. Et c'est vrai que bon bah voilà, là il propose cette extension qui permet en fait de complètement renouveler la manière dont on peut tenter de scorer dans le jeu. À savoir que depuis la dernière fois qu'on en a parlé, ils ont aussi débloqué un mode solo, voilà. À la fois pour le jeu de base et pour l'extension. Il suit son petit bonhomme de chemin, je pense que là on arrive sur la fin. Je vais quand même donner le chiffre parce que je ne l'ai pas donné. Il est à 210 000 €, 2651 contributeurs. Il reste une petite dizaine de jours. Là, et le pledge, ça coûte combien? Ah ouais, alors c'est l'extension seulement là. 5 859 yens, soit 37 €. Ok. Standard pledge. 9e place, alors c'est une entrée là. Entrée, nouveauté sur GameFound, c'est Worth. Eh bien c'est le nouveau Chip Theory Game qui arrive comme ça sans prévenir. Bon, sans prévenir, oui et non. Ils avaient quand même fait pas mal de teasing depuis quelques temps. La page, elle était en prévisualisation en fait. Aujourd'hui, maintenant sur GameFound, on peut mettre des éléments, etc. Donc il y avait 2-3 éléments qui apparaissaient déjà sur la homepage de GameFound. Bah voilà, nouveau Chip Theory Game. On retrouve à la fois ce qui les a fait connaître, mais on est quand même sur un projet qui est assez singulier par rapport à ce qu'ils proposent d'habitude. Je suis d'accord. Chip Theory Game, ils aiment beaucoup changer le design sur chacun de leurs jeux, et donc là effectivement on est sur quelque chose de très pop en fait. Oui, c'est ça, c'est quasiment du jeu néon, hein, ou pastel, je sais pas comment dire, fluo. Ouais, voilà, fluo. Ouais, mais le truc c'est que ça reste un jeu, c'est un neon fantasy quoi, c'est-à-dire que c'est pas du cyberpunk, c'est pas du jeu futuriste. Ah oui, voilà. Oui, le concept c'est que des factions fantastiques, on est dans un monde de fantasy, se regroupent sur une île pour se fighter en fait. C'est un peu une arène, évidemment la faction qui gagne a le pouvoir. Mais le design est très original, très risqué. Parce que ça peut ne pas plaire à tout le monde. Hein. Et ça ne plaît pas à tout le monde. Clairement, déjà même quand ils avaient lancé le trailer il y a quelques temps, ça divisait énormément dans les commentaires. Moi, je trouve qu'il y a à boire et à manger. À savoir que j'aime beaucoup les plateaux personnages. De manière générale, j'aime bien les cartes. Je trouve que ça marche plutôt bien. Par contre, je trouve que le plateau central, je le trouve trop simple. Un peu pauvre. Et quand tu dis que tout va se baser là-dessus... ça fait un peu feignant. Honnêtement, je trouve que le plateau central il fait un peu feignant. Bah, je comprends le concept d'un jeu d'une direction artistique un peu rough, tu vois, comme si un illustrateur avait crayonné avec des pastels vite fait sur un coin de table. Et je trouve que c'est intéressant. C'est évidemment du crayonné réfléchi, hein, parce que voilà, c'est de la fausse simplicité, hein, évidemment. Je trouve que c'est courageux, quoi. Alors ça marche pas sur tous les éléments, En tout cas, ça change, quoi. Tu vois, des trucs d'Heroic Fantasy, tu vois, très premier degré, avec des illustrations très détaillées, tu vois, limite un petit peu over the top à chaque fois. Je trouve qu'il y a un parti pris visuel qui pop vraiment aux yeux, quoi. Oui, je suis un peu d'accord. Et vraiment, je te dis, pour moi, ça marche sur tout, sauf sur ce plateau central, où tu dis, tu as quand même tous ces espèces de cel shading de traits blancs qui viennent un petit peu te donner pas mal d'indications. Et du coup, ils auraient pu se permettre de détailler un petit peu plus les décors en dessous, en plus sachant qu'il y a ces couleurs qui permettent vraiment d'identifier les zones. Je pense que ça aurait pas nui à la lisibilité ou à l'ergonomie du jeu de rajouter un peu plus de détails, de rendre le truc un peu vivant, sachant que derrière, les composants sont eux aussi très simples en fait. C'est ça. Et du coup, je trouve que à la fin, ça rend
quelque chose d'assez austère, alors qu'on a ces plateaux joueurs qui sont super jolis. Et d'ailleurs, on n'a pas tant parlé du système de jeu. En fait, c'est Non. du draft 2D, hein, Ouais. avec des personnages qui sont asymétriques, qui vont devoir se mettre sur la tronche. Mm. Vous allez jeter des dés, et en fait, à tour de rôle, vous allez devoir piocher un dé pour pouvoir activer vos pouvoirs, déplacer vos unités, etc., etc. Ce que je remarque quand même, c'est que Chip Theory Game fait plus d'efforts pour l'international, hein, parce que leur jeu précédent, il n'était pas question de les traduire dans une autre langue, sauf si un éditeur étranger venait vers eux pour localiser. C'était le cas de Lucky Dog Game par exemple pour Too Many Bones entre autres, mais eux ils le faisaient pas, et là directement je vois il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 langues à part l'anglais. Donc je pense qu'ils essayent de chercher les clients. Ils ont enfin compris qu'il existait un monde en dehors des États-Unis, et ils ont peut-être été étonnés par les chiffres de vente hors États-Unis. Ça les a peut-être fait réfléchir. C'est vrai qu'ils avaient pris la température avec 20 Strong, hein, déjà à l'époque de la campagne. Quand ils avaient sorti l'extension de Hoplomachus, Lucky Duck s'était greffé pour proposer la version française. Bon voilà, maintenant on voit que tout est fait de manière un peu conjointe, ce qui est plutôt bien, hein, c'est plutôt sympa pour le public français. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire juste qu'il va bientôt y avoir une vidéo sur 20 Strong sur la chaîne, parce que Lucky Duck nous l'a envoyé gentiment. Voilà, donc il y aura une petite présentation du jeu. Il en est où ce jeu d'ailleurs? Il en est à 306 000 €, 2934 contributeurs. Bon, on a clairement vu mieux meilleur démarrage chez Chip Theory Game. Après, c'est loin d'être honteux, hein. Il est là encore 15 jours. Ça me rappelle un petit peu, alors pas du tout le design, mais ça me rappelle un peu Blood Rage. Le côté île, où les gens se regroupent et tout. Bon, alors, l'île se détruit pas petit à petit, je crois, dans celui-là, mais bon, voilà. Non, mais en fait, on sent qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont reprises de leurs précédents jeux. Je trouve que, de manière générale, sur ce côté un petit peu île, comme ça, au milieu de nulle part, ça me rappelle un de leurs précédents titres qui était Cloudspire. Je trouve qu'il y avait un petit côté, une version un peu simplifiée de Cloudspire. À savoir aussi que là, dans cette version-là, on a beaucoup parlé du côté PVP, mais il va exister un mode solo et un mode coopératif. Tout à fait. Avec en fait une faction qui en fait qu'on ne peut pas jouer en tant que joueur, mais en fait qui est une espèce de une IA. Donc en gros, vous devez tenter de venir libérer l'île, voilà, d'une armée ennemie. Voilà. Ouais. Moi, j'aurais bien vu des composants en bois, tu vois, pour le design général, mais bon. Voilà. Ok, Worth, bon, on en reparlera la semaine prochaine, je pense. Nous en sommes à la 8e place. Et en 8e place, c'est également une entrée et c'est une nouveauté. On revient sur Kickstarter. Inventors of the South Tigris. 241 000 €, 3360 contributeurs. Il est là 10 jours. Et vous avez sûrement tout de suite deviné en voyant les images que c'est le nouveau jeu de Shem Phillips. Dans sa saga, je ne dirai pas tous les titres. Architecte, paladin, vicomte, blablabla, il y en a plein, avec des illustrations de The Miko, qui va ravir certains de nos viewers qui sont allergiques à The Miko, et qui le font savoir. C'est bien, il faut s'exprimer dans la vie. Donc voilà, désolé, là, c'est The Miko. Et voilà, je sais même pas comment il arrive encore à trouver des trucs autour de la... Enfin, parce que c'est un peu, toujours un peu les mêmes mécaniques, là, c'est de la distribution de dés. Là, vous jouez des inventeurs, et c'est toujours une espèce d'usine à gaz à point, en fait, quoi. C'est clair. Tu as le plateau où tu vas inventer, où tu vas tester, où tu vas essayer de vendre tes trucs. Après, il faut les fabriquer. Tu peux faire remonter les tuiles des artisans parce que tu peux employer des artisans, puis tu les emploies, puis tu les fais monter dans le truc et ça te donne des points sur le plateau et les machins. Wouhou! Bon, après, il y a un public pour ce genre de jeu très gratte-tête. Moi, j'avoue que je suis moins tiré par ça, mais bon. Après... le mec a fait ses preuves, j'ai envie de dire. Et puis là, on sent qu'il arrive petit à petit à la fin de sa saga sur le sud, puisque il avait commencé avec les Royaumes du Nord, puis ensuite il avait enchaîné avec les architectes de l'Ouest. Il manque plus que les pôles. Et puis voilà, maintenant il est au sud, et maintenant il reste plus que l'Est, je pense. Ah oui, il y a l'Est, ouais. Après il va aller en Asie, c'est sûr. Bon, écoutez, à la prochaine. Donc, et ce jeu-là, il y a aussi une version française, et le jeu coûte 42 €. Bon, voilà, c'est un prix totalement correct pour le matériel qu'il y a dedans. Allez, 7ème place, encore une entrée, encore une nouveauté. Build Fate, Tribunal. Donc 510 000 €, 4253 contributeurs, il est là pour presque 20 jours, donc grosse campagne, enfin longue campagne. Et ce jeu, c'est une suite de Veiled Fate que je ne connais
pas du tout. Moi non plus, en fait, j'ai découvert l'existence de ce projet en fait en parcourant cette page. En fait, c'est la suite d'un jeu qui était sorti en 2020, qui avait eu des retours plutôt positifs Mais sur c'était pas sur, BGG. c'était pas sur KS, ça, enfin, je me rappelle absolument pas. Si, Ça. c'était sur KS. Ouais, D'accord. ouais. Donc oui, la première campagne en fait, c'était juste avant qu'on commence Hmm. Parade, puisqu'elle avait, ça avait été proposé Ah bah voilà. en 2020. Bon voilà, Si c'est les mecs proposé qui font des par, campagnes avant qu'on commence Kick Parade, bah oui, c'est ça. tu vois, Ils sont il y a un passés moment donné, vraiment c'est à la porte côté. ouverte à toutes Ouais. les fenêtres, quoi. Donc voilà, donc là en gros c'est des extensions, donc je crois que c'est 3 extensions majeures qui elles-mêmes se déclinent par le biais de petites extensions mineures qui viennent rajouter de nouvelles règles, donc ils ont vraiment pensé ça en mode tiroir, c'est-à-dire qu'il faut maîtriser le jeu de base, vous pouvez rajouter une extension, puis une deuxième, puis une troisième, et une fois que vous maîtrisez tout ça, vous pouvez encore rajouter des règles supplémentaires, donc c'est plutôt bienvenu. On est à la fois sur du jeu de stratégie, la manière dont vous allez vous positionner, donc vous allez tenter d'obtenir des informations, vous allez devoir choper en fait les conditions de victoire, et d'un autre côté vous avez un rôle caché avec des objectifs que les autres joueurs ne doivent pas connaître, parce qu'en fait à partir du moment où ils arrivent à le deviner, et ben en fait ils vont pouvoir vous mettre des bâtons dans les roues et pouvoir eux-mêmes pouvoir scorer, etc., etc. Donc voilà, on est sur vraiment un projet assez hybride. Après alors je sais pas comment on prononce le nom du studio, hein, If Studio ou Force Studio, je sais pas. Ouais. Bon, ils sont plutôt maintenant ils sont plutôt connus hein, dans le monde de Kickstarter, parce que c'était les mecs qui avaient proposé Moonrakers, Mystic Mischief, enfin voilà, qui sont quand même plutôt calés. Et voilà, et là par contre le matériel est vraiment sublime. Enfin, moi, Ouais. Alors moi j'ai des réserves sur les composants du plateau, des figurines, bon, pas des grosses, mais par contre je kiffe les illustrations. Hein. Et en plus dans l'édition Deluxe, tout est en bois. Ah, ça c'est beau ça. On en reparlera de toute façon la semaine prochaine, c'est sûr. Hein. Vilfate Tribunal. Allez, on passe à la 6ème place avec Biome. Alors Biome, il reste encore quelques jours. Hein. Il s'en va au début de semaine prochaine. 270 000 €, 4575 contributeurs. Gros succès pour Biome. C'est un premier jeu, comme on l'avait indiqué, d'une demoiselle qui est tombée amoureuse des jeux de plateau en visitant le salon des scènes en 2019, donc c'est quand même très récent. Et donc voilà, elle a créé son jeu, elle le lance avec évidemment un éditeur qui s'appelle Lioness Games, et ça marche fort sur une thématique très à la mode, hein, la symbiose naturelle. Juste petit truc, là le prochain stretch goal, parce qu'ils ont été plutôt chiches en stretch goal, mais je trouve qu'en termes de communication ils ont été assez transparents, quoi. Ils s'attendaient pas à un tel succès, et que du coup ils n'avaient pas non plus envie de faire d'énormes promesses avec des stretch goals qui auraient complètement, on va dire, déséquilibré le jeu. Donc là ils ont annoncé un dernier, et l'objectif c'est de pouvoir débloquer des petits meeples d'animaux en bois, voilà. Donc c'est vraiment sur du cosmétique, mais voilà, ils ont précisé que ce serait le dernier stretch goal à atteindre. 5ème place, ce sont les tout derniers jours, ça finit ce week-end, de Flow, qui en est à 470 000 €, 4768 contributeurs. Bah voilà, mission accomplie hein, pour un tout premier jeu également, et un tout nouvel éditeur. Je pense qu'ils ont atteint leur objectif, le jeu est largement financé. Oui, Peut-être qu'ils s'attendaient à un plus gros succès, parce que le jeu était très 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 ambitieux, il y a eu beaucoup de communication. Non, moi ce qui me fait... Non, je vais complètement retourner ma veste par rapport à ce qu'on a pu dire les 2 dernières semaines. Moi je trouve que là le projet commence à devenir un peu inquiétant, dans le sens où je le trouve trop ambitieux en fait. Là je trouve que il commence à partir dans tous les sens. Ils ont fait donc effectivement tout un côté avec ce qu'ils appelaient le social challenge, où en fait vous allez pouvoir débloquer des nouveaux composants, etc., qui sont on va dire pas quelque chose qui va complètement révolutionner le gameplay, mais qui est là pour rajouter plus du cosmétique, avec un nouveau playmat, une boîte supplémentaire en forme d'hexagone qui viendra rejoindre la boîte de luxe, etc., etc. Et en parallèle de ça, donc vous savez, on vous avait parlé au début qu'ils avaient d'ores et déjà dès le début annoncé un calendrier en disant voilà, telle date il va se passer un truc, et donc le 12 mars c'était l'annonce du fameux add-on. Et en fait le add-on en question, c'est que en plus de ce jeu qui donne qui a énormément de composants, qui a énormément de style de gameplay, qui joue sur plusieurs plateaux, donc qui est très ambitieux sur plein d'aspects, et ben en fait le add-on c'est un hardbook, pourquoi pas, c'est vrai que le design est cool, etc. Ouais. Mais derrière après ce sont des tasses, des couvertures, des stickers, des peluches, des figurines. Et en fait,
là, Aïe, aïe, aïe. je trouve qu'il commence à se disperser Et là, c'est beaucoup le trop. drame. Et il commence à partir vraiment sur le côté, en fait, on a un univers qui est vraiment singulier. On va commencer à essayer de faire du merchandising autour de ça. Donc, je peux l'entendre en vrai. Enfin, économiquement, ça peut valoir le coup. Mais là, je trouve que pour un premier projet, dans un univers qui est si singulier, etc., avec autant de mécaniques, est-ce que ça valait vraiment le coup de se disperser à ce point-là? Moi, je trouve que là, ça commence à sentir le projet qui a les yeux plus gros que le ventre. Et vraiment, j'espère me tromper. Je me trompe, ça se trouve probablement. Qui sera livré dans 5 ans. Ouais, et puis c'est un coup mauvaise gestion économique et le jeu, personne ne Peut l'aura partir jamais en en fait. buburne. Voilà. Ou alors se retrouver avec un jeu qui est complètement déséquilibré, qui est complètement cassé parce que il y a une mécanique qui va venir, qui a mal été testée, qui va venir tout foutre en l'air. Mais bon, derrière, vous allez avoir votre plaid, quoi. Je sais pas. Moi, Ouais, honnêtement, ouais. quand j'ai vu ça, je me suis dit, aïe. Moi, je sais pas, j'ai l'impression qu'ils l'ont bien quand même poli leur jeu, hein, parce que ça fait longtemps qu'ils bossent dessus. Hein. Bon, après, on n'a pas essayé, quoi, donc on peut rien affirmer. Hein. Non, bien sûr, mais c'est encore une fois, enfin, vous nous connaissez, vous commencez à connaître l'émission, c'est nos ressentis par rapport à tel ou tel projet. Et bien évidemment, je trouve que voilà, la proposition est toujours aussi excellente et j'espère vraiment que ça sera à la hauteur de ses ambitions. Mais c'est vrai que moi, quand j'ai vu ça, c'est un peu côté red flag, quoi. Enfin, je me suis dit, ah, moi, c'est typiquement le genre de projet, ça a fini de me convaincre que je ne partirai pas sur cette campagne. Bah ouais, bah ils auraient dû envoyer le jeu à Kick Parade. Voilà. Moralité, envoyez-nous les jeux. Ok, allez, 4e place, Galactic Cruise. Donc il est arrivé la semaine dernière, ce jeu. Il me semble, si je ne m'abuse, que c'est un premier jeu. Il a passé la barre du demi-million d'euros et il a passé la barre des 5300 contributeurs et il est encore là pour une grosse quinzaine de jours. Donc c'est un premier jeu, encore une fois, là c'est marrant hein, parce qu'il y a, malgré les déconvenus hein, qu'il y a eu sur Kickstarter, on va pas revenir là-dessus, hein, mais il n'y a pas que Mythic Game, il y en a eu d'autres. Bah, les gens font confiance quand même encore à des premiers projets. Donc c'est bien, c'est rassurant. Alors après, c'est quand même, on espère qu'ils vont pas merder, quoi. Parce que là, voilà. Comme quoi on peut encore Après, on dit réussir souvent... dans le jeu de plateau sur Kickstarter. On peut démarrer encore, je veux dire, c'est pas complètement bouché, quoi. Voilà. Après, on dit premier jeu, mais souvent, en fait, dans ce genre de campagne, en fait, c'est plus une association d'auteurs, ou on va dire d'acteurs du secteur qui œuvrent déjà depuis pas mal d'années, qui ont souvent des contacts, etc., qui décident de monter une nouvelle société avec laquelle ils proposent des jeux, etc. Pas des mecs qui c'est débarquent. rarement... Déjà pour il y en a, un jeu hein, comme ça, typiquement, voilà, Biome, Enfin, on en a parlé tout à l'heure, c'était le cas, mais c'est vrai qu'il y en a... Enfin, voilà, il y a beaucoup de projets, comme ça on dit, c'est un premier projet créé, mais il faut entendre par là, on parle de la boîte qui organise la page Kickstarter, mais souvent, la plupart du temps, quand on regarde, il y a quand même des noms qui sont assez connus ou qui n'en sont pas leur coup d'essai. Voilà. Bon, en tout cas, ça a l'air d'être un très beau jeu, style Lacerda, comme on l'avait dit la semaine dernière, un auteur de On Mars. C'est tout à fait le style, voilà, avec beaucoup d'action, beaucoup encore une fois, de grattage de tête, hein, comme le Chem Phillips. On retrouve un peu ces couleurs pastel, ces meeples. Bon, c'est très emprunté, je trouve, à Lacerda. Je trouve. C'est évident, on prend pas de risque à le dire. Et donc, pour le concept, hein, c'est que vous êtes, comment on pourrait dire, c'est des managers de fusées spatiales. Ouais, des PDG Voilà, d'un groupe qui organise des croisières spatiales. Voilà, et vous devez tenter de devenir le PDG majeur de la société. Voilà. Donc vous pouvez améliorer vos fusées, attirer le chaland dedans, vous avez toute l'économie, les ressources, enfin bon voilà, c'est du jeu très comptable. Mais ça a l'air d'être complet, hein. Voilà. Oui. Par contre, mauvaise nouvelle, vous ne pouvez plus être actionnaire. Voilà, toutes les contributions ont été prises. Oui. Ça, le pledge à 1500, j'allais dire le plaid, parler du plaid tout d'un. Le pledge à 1500 euros, enfin 1370 euros, est épuisé. Vous ne pouvez pas plus faire partie du board. Ouais. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de déçus. Ouais, je pense. Ah ouais. On vous entend pleurer. Bon, en même temps, il fallait acheter un costume et tout. Donc c'est pas grave. Bon, sinon, si vous êtes un peu plus raisonnable, le jeu coûte 82 euros, ce qui est plutôt correct, hein, parce que c'est un beau jeu, hein, avec beaucoup de choses. Ouais, voilà. Clairement. Sans TVA, évidemment, et shipping. Hein, évidemment, c'est le prix brut. Sinon, il y en a pour un peu plus de 100 balles, là. Hein. Même 110, 115 balles, ou voire plus, 120 balles peut-être. Mais bon, c'était le prix d'un jeu comme On Mars, c'était 100 balles. Hein. Donc pour moi, c'est pas choquant.
Allez, avant de passer aux 3 premiers, les nouveautés de la semaine que l'on a repérées. Comme d'habitude, si vous avez des nouveautés dont on parle pas, n'hésitez pas à les mettre en commentaire hein, pour nous donner les infos. Bah si, il y a ça qui sort aussi. Moi j'ai ça qui m'a tapé dans l'œil, c'est pas dans l'émission mais ça m'a tapé dans l'œil et voilà. Ok, allez, on va aller d'abord sur GameFound avec Robot Quest Arena, Bot Battle. Il s'agit de l'extension de RoboQuest Arena. Donc c'est un jeu d'arène entre petits robots, ce qui existe dans la vraie vie. Il y a des battles de robots, c'est souvent des écoles d'ingénieurs d'ailleurs qui font ça ou de robotique. Ils font des petits robots complètement improbables et puis ils les foutent dans des arènes et ils doivent casser la figure aux robots de l'école d'en face. C'est assez rigolo à voir d'ailleurs. Mais c'est moins kawaii dans la vraie vie. Ah, c'est moins kawaii dans la vraie vie, ouais. Là, c'est effectivement un design très kawaii, c'est vrai qu'il n'y a pas d'autre mot, avec la particularité qu'il y a des grosses figurines de robots pré-peintes. Et c'est vrai qu'elles sont bien jolies ces figurines, hein. Ça donne envie. Hein. Ouais, clairement. C'est presque des joujoux, quoi. Et donc là, vous en avez, ils en sortent de nouveaux, bien sûr. Il y en a, je crois, 4 de nouveaux, ouais. 4 de nouveau, donc il y en a un qui soigne, enfin qui répare, il y en a un qui est super rapide, il y en a un qui... Voilà, donc évidemment ils ont tous leurs particularités, c'est asymétrique, vous avez aussi un deck de cartes avec du matériel ou des actions, bon voilà, c'est du Pokémon mais avec des robots en fait quoi. Oui, après le système de combat on est beaucoup plus sur du jeu d'arène, hein. Voilà, vous allez être sur une arène centrale avec différents composants, vous allez pouvoir soit avoir des robots qui vont plutôt être là pour essayer de maîtriser le terrain en rajoutant des pièges à droite à gauche, etc. Puis d'autres qui vont beaucoup plus être agressifs, d'autres beaucoup plus défensifs, etc. Donc après à vous de voir le style de jeu qui vous convient. Déjà à l'époque, moi je trouvais que la proposition était plutôt cool. Je trouve qu'on continue sur l'idée. Je trouve que c'est sympa. En plus, pour qui aime un peu l'univers un peu japonais, c'est quand même truffé de références. Il y a, ça me rappelle aussi un peu l'univers du film de Disney là qui s'appelait Big Six Heroes. C'est avec Baymax, le robot Baymax. Oui, c'est vrai. Oui, on est un peu ça dans le côté Pacific Rim. Tu vois ce que je veux dire entre la Californie et le Japon, tu vois. C'est vrai que moi j'étais plus sur le côté j'ai vu il y a des références à Akira, il y a des références à Ghost in the Shell, à Miyazaki, mais il y a un peu de Metal Gear évidemment. Je trouve qu'il y a quand même de l'américain aussi dedans. Il n'y a pas que du un petit peu, ouais. Non, il n'y a pas que du Asiat, c'est vrai. Donc, mais je trouve les figurines sont vraiment belles, quoi. Même en déco, t'as envie. Tu sais, t'as le jeu chez toi, tu ranges le jeu, mais tu sors les robots, tu les fous sur ton bureau, sur une étagère, ça le fait, quoi. Hein. Ils sont vraiment super choupinous, quoi. Et puis ils ont l'air quand même d'avoir développé tout un lore avec une ville, des personnages qui semblent avoir un petit peu d'un passé, etc. C'est ça, ouais. C'est pour ça que ça me fait penser à ce film de Disney, là, dans cette espèce de ville imaginaire qui est un croisement entre Los Angeles et Tokyo. Ouais. Et je regarde la campagne de base, du jeu de base, avait fait 5779 contributeurs, ce qui était un beau score pour un premier jeu. Là, ils en sont à 1633, il reste 20 jours, donc vous pouvez évidemment prendre la totale. Hein. Vous avez des pledges avec la totale, je crois que c'est 200 balles si tu veux le jeu d'avant, plus des nouveautés. C'est un jeu qui coûte assez cher, c'est normal, c'est directement une édition de luxe le truc, quoi. Hein. Tu peux prendre les robots à part d'ailleurs, évidemment. Puis ce qui est assez amusant, c'est que tu as des éditions blister. J'ai l'impression tu peux acheter les robots, mais c'est sous blister, comme les figurines, tu vois. Comme les figurines Star Wars quand j'étais petit. Donc le jeu est forcément séduisant, quoi. Il est tout coloré. Tu as l'impression que tu peux manger la boîte, tu vois, qu'elle est sucrée, quoi, tu vois. Alors ça, c'était sur GameFound. D'ailleurs, ils sont passés sur GameFound, on peut le noter. C'était sur Kickstarter sur la précédente campagne. On va passer... alors ça, c'est un truc qui me titille. Toi aussi, d'ailleurs, parce que tu l'as repéré. Alors pareil, c'est un premier jeu. Là, c'est deux jeunes auteurs qui se lancent. Ça s'appelle Under Our Sun. Et c'est sur GameFound également. Et c'est un univers post-apocalyptique. Dans lequel le soleil est devenu notre ennemi, le monde s'est transformé en désert. Alors, vous me dites, qui est d'accord, avec un Mad Max-like, pas vraiment en fait. Hein. On est plus dans un côté, je dirais pas non plus, comment il s'appelle ce jeu Borderland. Parce qu'il n'y a pas le côté de déconne, j'ai l'impression. On est vraiment dans un jeu de science-fiction mais post-apo. Voilà. Ouais, je trouve qu'il y a un petit côté, un peu Dune Fallout aussi. Il y a Dune, un peu de Fallout et un peu de Mad Max. Voilà, c'est ça.
c'est bien. C'est un bon, ouais, c'est ça. C'est une sorte de mix entre tout ça. Et donc c'est un jeu d'exploration à monde ouvert. Alors ça, tout de suite, ça me titille parce que moi, j'aime beaucoup ce genre de jeu. J'aime bien les jeux où tu peux tracer toi-même ton destin, qu'on te pète pas les burnes à te faire une mission que tu dois faire en 2 tours. Ça, enfin, j'aime aussi, hein, il y a pas de problème. J'en ai des jeux comme ça. Mais je suis particulièrement séduit par ces jeux où tu traces ta route, tu prends un personnage, tu le fais monter petit à petit. Bon, évidemment, c'est mon passé rôliste qui parle, mais je trouve la proposition séduisante, surtout dans ce monde. Voilà, après, c'est un tout premier projet, donc après, il faut faire confiance. Mais Ouais, je trouve ça séduisant, quoi. mais je trouve qu'il y a quand même pas mal de signaux auxquels il faut qu'on soit quand même assez Oui. attentif. Bon, le premier, c'est le truc de base où ils disent voilà, l'objectif c'est de 50 000 $. Non, on Non. ne produit pas ce genre de jeu pour 50 000 $. Ah, non. Il y a quand même des figurines, des plateaux double layer, Mhm. il y a tous ces trucs sur lesquels on Plein de va tuiles. devoir se déplacer, plein de tuiles, etc. Des extensions Et avec des boîtes à part. voilà. Mhm. Ensuite, quand tu regardes un petit peu qui est derrière le projet, bah en fait, il y a que 2 personnes en C'est fait. ça, c'est les 2 Et, auteurs. et bah en fait, il y en a aucun qui est dessinateur. Mm. Et moi, c'est là où j'ai une forte interrogation parce que Toi, tu sens l'IA, là. je sens l'IA, Ouais, clairement. moi aussi, je trouve que ça fait beau, très IA, les illustrations. Alors, ouais. juste pour information, voilà, en direct live, je suis allé chercher en parallèle dans les commentaires. Effectivement, ils ont eu recours à une intelligence artificielle. Ah, d'accord. En soi, je peux comprendre, on n'est pas non plus sur une équipe, tu vois, c'est pas Cool Mini or Not, Ouais, c'est bah oui, pas oui, non plus bien un sûr. gros studio. Évidemment, bien Donc, sûr. c'est aussi dans ce genre de cas qu'une intelligence artificielle Exactement, peut et être justifié. utilisée, mais Ouais. ça mérite plus de transparence. Non, Ça mérite, comme on en c'est est aux ça. prémices, ça Faut mérite le dire. d'expliquer comment tu travailles, Exactement. comment c'est utilisé, et pas juste laisser un peu le truc dans le flou. Non, mais il n'y a pas de problème. Tu vois, c'est là où il faut être transparent avec les backers, leur dire voilà, on se lance. Pour l'instant, on a fait des IA sur des illustrations, pas toutes, mais certaines. C'est provisoire. C'est parce que voilà, on débute. Et si on récolte assez d'argent, bah, on changera pour un artiste, etc. Donc, Voire même, ça serait assez intéressant d'avoir un truc où on nous montre l'image générée par IA et l'image Et une la fois qu'elle a été transformation. retouchée par l'artiste. Tu vois, qu'on puisse Oui, oui, voir je un pense peu. qu'il y a pattes, toute une etc. transparence à trouver, toute une communication autour de l'IA qui commence un petit peu, hein, on le voit, Oui. qu'il y a de plus en plus Ouais, clairement. de pages où c'est marqué à la fin, noir sur blanc. Donc il y a quand même, heureusement, et je pense que ça c'est le public qui a foutu la pression là-dessus. Clairement. Clairement. Parce que sinon, ça serait moins transparent. Et ça, c'est nous tous, je pense, les journalistes, les youtubeurs, que sais-je, les blogueurs, et les consommateurs, et les fans, qui ont foutu la pression sur les boîtes pour que voilà, ils fassent pas n'importe quoi avec ça. Et je trouve ça très bien. Bon, en tout cas, moi, je trouve le jeu séduisant. On va repartir sur Kickstarter pour notre dernière nouveauté. Ça s'appelle Armello The Board Game. Eh bien, c'est un jeu tiré d'un video game. Alors, me demandez pas si c'est un jeu pour appli ou console ou PC, j'en sais rien. Je crois que c'est PC. Bon, maintenant, c'est un peu tout mélangé, hein, j'ai l'impression. Mais c'est une espèce de roi. Bah, c'est un peu Roots, hein, non? Bah, c'est peut-être moins Wargame que Roots. Ouais. Mais Ouais, c'est un c'est monde beaucoup avec moins des Wargame. animaux, En fait, quoi. ouais, on est plus dans un jeu bac à sable en fait, Ouais. où en gros il y a le roi est devenu fou et en fait il a, enfin son royaume est peuplé de soldats corrompus et de monstres en tout genre, et en fait vous pouvez incarner différents héros avec des capacités qui leur sont propres, avec des caractéristiques qui sont très différentes, et à partir de là, bah, en fait c'est à vous d'accomplir des missions, de trouver des compagnons, de vous équiper, de machin, etc. pour gagner des points de réputation et à la fin tenter d'aller combattre le boss final. Voilà, donc on n'est pas du tout dans un jeu coopératif, hein, on est vraiment dans un jeu compétitif. Et je trouve que bah ça marche plutôt bien, sachant que le jeu vidéo dont il est tiré était lui-même très inspiré des jeux de plateau. Oui, bah, c'est ce avec que j'allais vraiment dire. ce système de T'as cases, l'impression que c'est un voilà. jeu de plateau, le jeu vidéo, quoi, déjà. Voilà. Et du coup, bah voilà, ils l'ont adapté et je trouve que le matériel est plutôt joli. Tu vois, ils auraient pu se contenter, on le sait souvent, un genre de cas, de faire juste des captures d'écran ouais, du quelle horreur, jeu ça. vidéo, faire un vieux détourage dégueulasse et puis basta. Mais là, non, il y a un vrai effort sur les cartes, sur la manière dont c'est pensé. Enfin, je trouve que la proposition est quand même plutôt chouette. Et c'est un premier projet de la part de l'éditeur, hein. Il y a vraiment plein de gens qui se lancent là, hein.
C'est marrant. Hein. Avant de repasser aux 3 premiers, tu voulais nous parler d'un petit truc. Oui, en fait, il y a quelques semaines, on s'était assez interrogé sur. On avait vu donc du coup l'annonce que certains gros studios historiques de Kickstarter passaient sur GameFound, et on s'interrogeait un petit peu sur pourquoi de plus en plus de personnes fuyaient Kickstarter, etc. Et je voulais vous recommander un excellent article que j'ai vu sur nos camarades de Gus & Co, en fait, qui ont fait un article qui se nomme Kickstarter 18% d'arnaque, et qui revient un petit peu sur le parcours de Kickstarter, sur qu'est-ce qui a fait que c'est un site qui a explosé à un moment, puis finalement quelles ont été les premiers prémices de, on va dire, de la chute. Et alors moi j'ai appris des choses que je ne savais pas, notamment l'investissement de Kickstarter dans les blockchains et la crypto-monnaie qui leur a joué des tours, etc. etc. Il y a eu beaucoup de recul sur le taux d'arnaque et de projets qui n'ont pas abouti, etc. etc. Et aujourd'hui, comment derrière des sites comme GameFound ou BackerKit sont venus en jouant une carte de la transparence, etc. Donc c'est plutôt intéressant. Bon alors, Gus & Co, je trouve qu'il y a des fois, il y a des passages où je trouve ça un peu moins écrit, je trouve que c'est un peu trop familier, et c'est un peu dommage, parce qu'ils ont souvent quand même des choses très intéressantes à raconter. Et pour le coup, voilà, je vous recommande, si vous vous intéressez au monde du crowdfunding et du financement participatif, je vous recommande l'article, il est vraiment intéressant. Tu me donneras le petit lien que je puisse le mettre dans la description. Allez, on passe aux 3 premiers, donc les 3 mastodontes de la semaine. 3e position, c'est Cascadia Rolling, 184 000 €, 5 749 contributeurs, encore là 20 jours, je chiale, une larme de sang. Pour cette campagne absolument morte, puisque c'est une précommande. Donc c'est Cascadia en Roll and Write, divisé en 2 boîtes parce que 2 environnements différents. Là aussi, c'est de la symbiose entre la nature et les animaux. Mettre les animaux dans le bon environnement. Le Cascadia classique est super. D'ailleurs, il a eu plein de prix, ça a été un énorme succès. Et c'est un très très bon jeu parce qu'il est très simple et il marche du feu de Dieu. Et donc voilà, donc là c'est la version Roll and Write de Cascadia. 2e place, là c'est du gros jeu à figurines, Dying Light The Board Game, donc qui est également une adaptation de jeu vidéo, où vous allez vous faire courser par des zombies et autres mutants dégueulasses. Il en a 820 000 €, 5 900 contributeurs, ce sont les derniers jours pour cette campagne qui est une réussite. Dire, quand on rapporte quasiment 1 million, ils vont faire le million je pense, peut-être pas tout à fait, mais ils vont s'en approcher fortement à la fin de leur campagne. Donc oui, c'est un vrai succès. Oui, c'est un vrai succès. Voilà, donc on a vu dans les commentaires que certains avaient pu voir des parties jouées par, on va dire dans toute la campagne de promotion. Ils ont envoyé le jeu, il y a des gens qui ont pu le tester et qui ont présenté des parties filmées. Et beaucoup d'entre vous ont dit que finalement ça les avait un peu refroidis, dans le sens où c'était difficilement lisible avec tous les immeubles et machin, etc. Ouais. En tout cas, ils en font une vraie force, parce que là on voit que sur les dernières communications, c'est vraiment des nouveaux bâtiments, des nouveaux trucs qui vont venir, on va dire, donner de la vie et un peu de... c'est là où je disais, comme c'est un peu un hybride entre jeu de plateau et jeu de figurines, encore plus que Zombicide, je trouve, parce que là il y a des, en plus il y a des décors. Donc du coup les gens qui sont plus jeux de plateau que jeux de figurines, peut-être que justement c'est un peu too much pour eux aussi. Il y a peut-être cette dimension là qui rentre en jeu. Donc ça, je trouve que c'est les risques du jeu, mais c'était un risque obligatoire pour eux parce que on en a parlé. Fallait retranscrire la dynamique du jeu vidéo, parce que le jeu vidéo c'est une histoire c'est une course effrénée pour sauver sa peau, et donc on se sert de tous les éléments des décors, on saute sur on grimpe au mur, on saute sur des toits, des machins, donc forcément il fallait retranscrire ça, en tout cas essayer de retranscrire ça sur le jeu de plateau, et forcément ça fait beaucoup de choses sur le plateau. Donc voilà, donc quel est le bon équilibre entre lisibilité, installation, on avait parlé aussi de l'installation qui nous faisait un peu peur, et puis retranscription fidèle du jeu vidéo, tout ça c'est un équilibre qui je pense qui est pas évident à trouver, quoi. En tout cas, il a très bien marché. Et premier, je suis désolé, ça n'a pas changé. Il n'y a pas de révélation phénoménale cette semaine, mais bon, il y en aura une la semaine prochaine, puisque tous ces jeux-là s'en vont, sauf Cascadia qui est là pour jusqu'en 2042. Mais sinon, le premier qui est Thunder Road Vendetta, 1 283 000, 10 813 contributeurs, il s'arrête ce week-end, donc ils ont fait plus que la campagne précédente du jeu de base, parce que là c'est une extension, avec une nouvelle équipe. On rappelle que c'est un jeu à la base de course post-apo, et là il y a un nouveau plateau qui fait plus basculer le jeu vers un jeu d'arène, on va dire, même clairement, avec évidemment tout un tas de nouvelles armes,
armes que vous pouvez greffer à vos bagnoles. Donc on est dans du Mad Max ou course à la mort de l'an 2000, moi je dirais même plus, pour les connaisseurs. Et donc voilà, c'est un carton. Restoration Games a fait mouche avec le remake ou le reboot de ce jeu des années 80, qui s'appelait Le Dernier Survivant en français. Et donc voilà, et donc ce sont les derniers jours, donc voilà, les cartes sont rebattues pour la semaine prochaine. Haha, on repart, Clairement. on repart. Et en tout cas, c'était quand même des beaux projets. Pour en revenir à Thunder Road Vendetta, vous pouvez Ouais. regarder dans C'est des beaux dans jeux. les actus. Ils ont partagé beaucoup de photos en fait de la boîte, un peu collector, à quoi ça va ressembler, comment ils ont prévu de ranger les éléments, etc. Ça, je trouve que c'est plutôt bien, sachant que c'est un peu leur cœur de métier, hein, à Restoration Game, de vraiment optimiser, de vraiment dépoussiérer des vieux jeux. Donc voilà, vous avez. Enfin, c'est quand même très bien documenté dans les actus, et donc n'hésitez pas à aller y jeter un œil. Eh bien, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas les pouces si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne et cochez la petite cloche si vous découvrez. Commentez évidemment s'il y a des jeux qui vous font de l'œil ou si vous avez déjà testé des jeux en avance qui sont dans ce top 10 ou dans les nouveautés. N'hésitez pas à faire des retours. Merci Swan. Merci Erwan, et puis on se retrouve la semaine prochaine avec un nouveau top 10. Yes. Ciao.